je vous propose, c'est donc qu'on commence. Hein, c'est pour les personnes qui ne sont pas venues les fois précédentes. On a déjà tenu deux sessions de ce séminaire qui s'appelle Mondialité culturelle, une insécurité heureuse. On en avait tenu un à la fête de l'humanité et un autre au mois de décembre sur différents thèmes. Notre objectif, c'est sur ces questions de mondialité culturelle, une insécurité heureuse, c'est qu'il y a une série de questions qui aujourd'hui, y compris, divisent ou en tout cas marquent des désaccords dans la gauche de ce pays. Et donc, notre idée, c'était au travers de ce séminaire de pointer et d'essayer ensemble d'avancer et à l'arrivée, l'idée c'est d'avoir une publication. Voilà. Donc aujourd'hui, on est donc sur le thème laïcité, outils d'émancipation ou armes islamophobes. Donc je vous propose, ça va se dérouler un peu en deux temps. Donc les deux conférenciers, je tiens à excuser Laurence Decotte qui nous a prévenu aujourd'hui qu'elle avait un empêchement. On l'excuse bien volontiers. Et ça va se dérouler donc en deux temps. Chacun va faire une introduction d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, Leïla posera un certain nombre de questions aux conférenciers, mais vous pourrez réagir vous aussi et poser des questions. Voilà, on va essayer de tenir les horaires. Si on peut terminer vers 20h30, 21h maximum, ça sera très très bien. Voilà. Je passe donc la parole. Bah, écoutez, moi je vous propose, Monsieur Vauvero, vous êtes juste là à côté de moi, je vous propose de commencer si vous le souhaitez. Vous voulez. Voilà, allez-y. Il faut prendre un micro ou... Non, c'est celui-là. Ouais, je crois, parce que l'autre... D'accord. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est celui qui enregistre. Excusez-moi. D'accord. Bon, donc moi, dans le titre qui a été donné là ce soir, ce qui m'a intéressé, parce que bon, l'islamophobie effectivement est une question malheureusement d'actualité depuis un certain nombre d'années et on en débat pas mal, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être insister sur le terme de phobie et désislamiser l'islamophobie en disant bon ben c'est un cas particulier de phobie et les phobies sont multiples. Alors évidemment on ne va pas parler de la phobie des araignées ou de choses comme ça, mais disons que si on prend les phobies sociales, les phobies politiques, on les trouve dans une histoire longue et c'est pas forcément l'islam qui est l'objet de phobie. Aujourd'hui en France, oui, mais si vous voulez, je crois qu'on peut désubstantialiser la chose en montrant que il y a une histoire où les objets de phobie sont divers suivant les périodes, les circonstances, etc. Bon. Alors, de manière plus précise, au niveau justement de la laïcité et du rapport laïcité-religion, on peut indiquer que il y a tout le temps ce rapport à phobie, c'est-à-dire peur, crainte, sentiment d'être menacé, frayeur, etc. Bon, hein. Et prenons le terme de peur. Il y a dans l'établissement de la laïcité en France, il y a des peurs croisées. Il y a à la fois des peurs catholiques et des peurs républicaines. Et ces peurs catholiques, bon, là on est à la fin du 19e siècle, hein, après on va venir évidemment au 21e, mais à la fin du 19e, il y a ce mouvement de laïcisation qui touche l'école, alors l'école c'est très connu donc j'insiste pas, qui touche la laïcisation de la mort, ça c'est peut-être moins connu et c'est très important parce que la mort était le passage socialement, le passage dans l'au-delà, avec donc une importance très forte du prêtre et des derniers sacrements.
Et puis au XIXe siècle, il y a une lutte entre le prêtre et le médecin. Pour le médecin, la mort, c'est la fin de la vie, c'est pas le passage dans l'au-delà. Bon. Et la fin de la vie qu'il faut retarder, alors que pour le prêtre, il faut réussir ce passage dans l'au-delà, et donc être lavé de ses péchés, pouvoir aller au paradis, etc. Bon. Et la laïcisation de la mort, c'est un combat terrible, parce que le médecin a tendance à ne plus annoncer. Traditionnellement, le médecin annonçait au malade qu'il allait mourir pour que justement le malade puisse recevoir les derniers sacrements et éviter autant que faire se peut l'enfer et être le moins longtemps au purgatoire. Bon. À partir du moment où l'objectif est de prolonger la vie le plus possible, on ne va pas annoncer au patient qui va mourir, et donc il risque de mourir sans les derniers sacrements. Donc vous voyez, il y a une lutte qui est beaucoup moins connue que la lutte scolaire sur la mort. Et il y a une laïcisation des funérailles et des cimetières. Parce que, alors il y a un combat, si vous voulez, qui est très important au XIXe siècle, c'est celui des libres penseurs qui veulent être enterrés sans que la participation du curé et qui signent un texte en disant voilà, il ne faut pas faire pression au dernier moment, je ne veux pas avoir de curé. Et c'est intéressant parce que ça ressemble aujourd'hui au problème de l'euthanasie. Hein, et de la signature des gens qui ne veulent pas être prolongés indéfiniment. On retrouve des problèmes à plus d'un siècle d'écart. Bon. Donc laïcisation de la mort, laïcisation des mœurs, à l'époque c'est le divorce, hein, c'est pas le mariage de personnes de même sexe, mais c'est le droit au divorce en 1884, etc. Bon. Donc il y a une phobie des catholiques, c'est-à-dire une peur des catholiques ils ne sont plus la référence qui fait l'unité morale du pays. Ils ne sont plus la valeur symbolique auquel tout le monde se réfère pour faire un lien social, un lien politique. Bon. Donc il y a cette peur. Mais de l'autre côté, il y a une peur républicaine où justement, comme les catholiques sont sur la défensive, ben, ils vont être anti-républicains, ils vont combattre le régime, ils combattent de fait le régime, ou même quand ils s'y rallient, parce que le pape leur demande de se rallier, à ce moment-là, ils ne mettent plus en question la République elle-même, mais ils mettent en question les minorités. On retrouve des choses justement qui sont dans l'actualité. À l'époque, c'est les minorités juives, protestantes et francs-maçonnes. Donc les trois ennemis qui focalisent cette peur, cette crainte, c'est les juifs, les francs-maçons et les protestants. Et les républicains, eux, ils ont la peur d'un catholicisme politique, d'un catholicisme qui risque de prendre le pouvoir et utiliser la République à son profit, la menacer de l'intérieur, puisqu'ils sont devenus normalement républicains avec le ralliement. Bon. Et donc, désapproprier, disons, la République des républicains. Et donc, il y a ces peurs croisées. Et ces peurs croisées amènent une sorte d'engrenage. Les républicains commencent par combattre... alors, il y a la loi sur les associations en 1901, et les républicains mettent à part les congréganistes. Et ils ne sont pas dans la liberté d'association. La congrégation est considérée comme étant opposée aux valeurs de la République. Et c'est intéressant parce que justement, il y a déjà cette invocation des valeurs de la République, et le congréganiste, par ses trois vœux d'obéissance, il irait contre la liberté républicaine, vœu de chasteté, alors c'est pas au niveau de la liberté sexuelle que ça se passe, c'est au niveau du fait qu'il faut faire une famille, il faut avoir des enfants, il ne faut pas se dépeupler, etc. Donc le vœu de chasteté est anti-républicain à cause de ça. Et le vœu de pauvreté va contre la méritocratie républicaine, l'ascenseur social républicain, etc. Bon, donc les trois vœux sont considérés comme frontalement hostiles aux valeurs de la République. Bon. Donc on interdit, il y a une loi en 1904, on interdit aux congréganistes d'enseigner. Bon. Mais
les écoles qui sont congréganistes, souvent deviennent du coup des écoles libres. Bon. Donc la menace, les républicains continuent à avoir peur. La menace ne disparaît pas. Et l'idée, c'est de rendre l'école laïque obligatoire. Parce que contrairement à ce qu'on répète tout le temps, en France, il n'y a jamais eu d'école laïque gratuite obligatoire. L'école laïque est gratuite, mais elle n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Il y a toujours eu la liberté de l'enseignement. Bon. Donc on veut rendre l'école laïque obligatoire et par ce qu'on appelle le monopole de l'enseignement laïque. Bon. Mais alors, il y a des projets donc dans ce sens. Il y a des gens qui disent oui, mais une fois qu'on aura le monopole de l'enseignement laïque, il faut faire attention parce qu'il y a des professeurs de l'enseignement laïque qui sont, alors il y a le terme de cléricaux latents, qui sont des cléricaux latents. Donc il faudra quand même surveiller les professeurs, il faudra faire attention. Bon. Et puis à supposer qu'on arrive à bien surveiller les professeurs et qu'on ait... Alors ça risque d'être du coup des professeurs qui sont tous sans référence religieuse, si vous voulez, et on risque de mettre de côté les professeurs qui sont catholiques ou qui font profession de catholicisme. Bon. Mais on se dit, attention, les parents peuvent détruire ce que l'instituteur essaye de construire. Alors l'enjeu à l'époque, c'est pas tellement les immigrés, l'enjeu c'est les paysans. C'est eux qui sont un peu considérés comme pas très civilisés, comme... bon. Et donc il y a des gens qui disent on va demander dans les bourgs de quelque importance, on va confier à de bons citoyens républicains, dont on est sûr qu'ils sont bien républicains, un système de tutorat pour les... Alors on n'a pas à l'époque le terme d'adolescent, mais disons que ça correspond à l'âge d'adolescent, pour les adolescents, et bien veiller à ce que les parents n'aient pas une mauvaise influence anti-républicaine. Donc vous voyez l'engrenage, c'est-à-dire que plus on envisage des mesures, plus on a peur en fait, et il y a une sorte d'engrenage qui aboutirait à ce qu'on appelle à l'époque la laïcité intégrale ou la laïcité absolue. Bon. Et un certain nombre de gens qui ont combattu les congrégations, comme Ferdinand Buisson ou Georges Clemenceau, là, à un moment donné, ils disent il faut arrêter. Et Clemenceau dit franchement, s'il y a à choisir entre la République et la liberté, je choisis la liberté. Et il y a des choses très actuelles. Par exemple, il y a un historien de la Révolution qui s'appelle Alphonse Hollard, qui au départ lui aussi était très contre les congrégations, mais qui au bout du compte dit on est en train d'imposer des dogmes laïques et on est en train de créer des sacrilèges laïques. Et la laïcité, c'est le refus justement qu'il y ait des sacrilèges. Bon, donc il y a tout un mouvement pour se dire on ne peut pas finalement continuer cet engrenage. Bon. Et c'est là que justement la séparation des églises et de l'État, qui au départ était vue par certains comme le couronnement, disons, de la laïcité intégrale, de la laïcité absolue, etc., le couronnement de cet engrenage, il va avoir un tournant qui va être pris, bon, grâce à Aristide Briand et à un certain nombre d'autres personnes, mais enfin la figure principale c'est Aristide Briand, qui va lui raisonner tout autrement, et je trouve que c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, en disant, bon, il y a deux France en conflit, mais dans ces deux France, il y a des gens qui ont un pied dans la France républicaine et un pied dans la France catholique. Et donc, le problème, c'est d'élargir les frontières de la France laïque, que les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors et les deux pieds dedans, d'isoler les extrémistes, les catholiques qui sont vraiment très extrémistes, monarchistes, de toute façon contre la République, quoi qu'on fasse et quoi qu'on leur donne comme accommodement. Bon. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de prendre autant de mesures répressives, il faudra assurer effectivement l'ordre public, d'accord, mais comme on aura élargi les frontières de la France laïque, finalement,
c'est les citoyens qui défendront la France laïque. On n'aura pas besoin d'être dans cette obsession des mesures répressives. Et la loi de 1905, finalement, tourne le dos aux projets initiaux de séparation des églises et de l'État, qui sont des projets qui sont assez liberticides. Bon. Donc, si j'applique alors évidemment, on dit la société a changé au XXIe siècle, c'est pas la même société. Mais en même temps, moi je pense qu'il y a des récurrences et qu'il y a des analogies de situations. Bon. Et je pense notamment, pour prendre un exemple, que l'école s'est trouvée dans un engrenage assez analogue à ce qui s'est passé donc à la fin du XIXe siècle, sauf que pour le moment, on n'a pas réussi à arrêter l'engrenage. Bon. Alors, les choses ont commencé en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution française, par la première affaire du foulard. Bon. Et, à mon avis, les choses se sont mal enclenchées parce qu'il y a eu un court-circuit entre Jospin et le Conseil d'État. On fait comme si ils avaient eu la même position, et moi je pense pas, je pense qu'ils ont eu deux positions différentes. Parce que si on lit la déclaration qu'a faite Jospin, Jospin dit le foulard est contraire à la laïcité, et donc il faut essayer que les jeunes filles enlèvent leur foulard, mais comme l'éducation est plus importante que cela, si jamais les jeunes filles refusent d'enlever leur foulard, il faut les accepter à l'école sans foulard. Bon. Autrement dit, il demande aux profs d'essayer que les filles enlèvent leur foulard, mais en disant dès le départ que les profs devront céder au bout du compte. Donc il a eu les profs contre lui, parce qu'il mettait les profs dans une situation impossible. Bon. L'avis du Conseil d'État est très différent. Le Conseil d'État, lui, dit le port du foulard n'est pas en soi incompatible avec la laïcité. Bon. Il devient incompatible s'il y a du prosélytisme dans l'enseignement scolaire, s'il y a une mise en cause de la discipline scolaire, s'il y a une mise en cause de l'enseignement des professeurs. Autrement dit, s'il y a certains comportements. Mais le port du vêtement lui-même n'est pas du tout incompatible avec la laïcité. Et à mon avis, ça c'est tout à fait dans la logique de la loi de 1905, puisque au moment de la loi de 1905, il y a eu un débat sur le port du costume ecclésiastique. Et un certain nombre de gens, et notamment les gens qui avaient fait les premiers projets de loi de séparation, voulaient interdire le port du costume ecclésiastique sur la voie publique. Bon. Et Aristide Briand avait dit non, c'est pas possible, une loi de liberté ne peut pas interdire aux gens de porter le costume qu'ils veulent. Bon. Donc le Conseil d'État était assez dans l'esprit de la loi de 1905 en disant le port du vêtement en soi n'a rien de contraire à la laïcité, ce sont certains comportements qui pourraient porter atteinte à la laïcité, et dans ce cas-là, effectivement, aux tribunaux de trancher. Bon. Ceci dit, le problème, c'est que l'éducation nationale a été incapable d'appliquer la consigne du Conseil d'État. Bon, alors je passe, on peut revenir dans la discussion pourquoi et comment. Il faut dire que le contexte était lourd. Le contexte a été le contexte de la guerre civile en Algérie dans les années 90. Ça n'a pas facilité évidemment les choses. Et puis il y a eu le 11 septembre 2001 et il y a eu Le Pen au second tour en 2002. Bon. Et c'est là qu'il y a eu un rapport fait par François Baroin, hein, qui à l'époque ça s'appelait l'UMP, maintenant c'est le parti, c'est les Républicains, qui parle très explicitement de nouvelle laïcité. Et cette nouvelle laïcité, elle n'est plus une régulation politique, si vous voulez, de la liberté de conscience et de la vie en commun de gens de convictions différentes. Bon. Elle devient l'imposition d'une sorte de culture. Baroin fait le constat qu'il n'y a plus de combat frontal entre le catholicisme et le reste, et les gens qui sont sans religion, etc. Bon. Et donc, il fait un peu un background culturel qui serait commun aux Français dits de souche ou aux Français dits de souche européenne. Enfin, bon, il ne le dit pas comme ça, évidemment, parce que c'est des termes racialistes,
mais en fait, c'est quand même ça qu'il y a derrière. Bon. Et il transforme la laïcité d'objet politique, si vous voulez, qui permet le lien politique entre des gens de convictions différentes dans le respect réciproque, en sorte d'imposition culturelle où sont visés un certain nombre d'immigrés, un certain nombre de musulmans. Bon. Alors, un exemple significatif, mais pour moi qui est vraiment l'exemple merveilleux du changement complet de cas de figure, c'est que il liste un certain nombre d'atteintes à la laïcité, et parmi les atteintes à la laïcité, il y a le fait de refuser de faire la bise à une personne de sexe différent. Bon. C'est ahurissant de penser que ça a à voir avec la laïcité, de faire la bise ou de ne pas faire la bise. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon. Alors après, il y a eu la commission Stasi à laquelle j'ai participé. Et à la commission Stasi, puisque les gens voulaient absolument une loi, moi j'avais fait un premier projet avec je m'étais pris le conseil d'un juriste, de transformer l'avis du Conseil d'État en loi, puisque les gens réclamaient une loi, il fallait une loi, bon, etc. Bon, ben voilà, on transforme en loi l'avis du Conseil d'État. Évidemment, ça a été refusé. Et bon, il y avait vraiment une pression pour interdire le foulard. Alors moi, j'ai proposé un second compromis qui était d'autoriser le bandana. Bon. C'était un compromis un peu bancal, mais qui, à mon avis, aurait pu un peu calmer les choses, parce que au niveau des musulmans, comme les musulmans redoutaient l'interdiction complète du foulard, il se serait dit au moins il peut avoir le bandana. Et du côté des laïcards, disons, ils auraient dit bon ben on a obtenu quelque chose. Bon. Et un certain nombre d'écoles avaient finalement déjà fait ce compromis, et ça marchait relativement bien, c'est-à-dire que on peut dire qu'il y avait un équilibre des frustrations. Les laïcs durs et purs étaient frustrés, certains musulmans étaient frustrés, mais il y avait une sorte d'équilibre des frustrations. Bon. Malheureusement, le staff n'a pas voulu voter sur cette proposition. Ils ont voté sur la proposition interdire ou pas, et à part moi-même, tout le monde a voté la proposition d'interdire le foulard, la kippa, et puis soi-disant les grandes croix. Mais les grandes croix, c'était pour faire semblant de mettre toutes les religions à la même sauce, si je puis dire, parce qu'en fait, il y avait absolument pas de lycée, de collège où il y avait des gens qui arrivaient avec des grandes croix. S'ils arrivaient avec un petit collier et une petite croix, ça s'était permis, c'était pas dans les... Mais au moins, moi, ce que j'avais obtenu, parce que au départ, à la commission Stasi, les gens disaient, on dit, les signes religieux sont interdits à l'école. Et moi, je leur avais dit, vous mettez dans une situation impossible, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vais arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire un signe religieux? Tout peut devenir un signe religieux. Bon. Et donc, il y avait au moins une liste limitative. On avait au moins obtenu ça. Cependant, la circulaire a ajouté ou toute tenue qui contournerait la loi. Et à partir de là, on est parti dans un engrenage qui ressemble pour moi complètement à celui de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez actuellement, par exemple, dans des lycées, des collèges et des lycées de ZEP, des règlements intérieurs qui interdisent aux jeunes filles de s'habiller en noir de la tête aux pieds. Il faut que leur corsage soit d'une autre couleur que leur jupe. Bon, c'est ahurissant. Les gens, ils doivent apprendre aux élèves un certain nombre de choses, mais cette obsession, si vous voulez, là-dessus, enfin, pour moi, c'est vraiment le contraire de la laïcité, puisque, justement, la laïcité, c'est essayer de faire que les convictions des uns et des autres puissent exister, mais que cela ne trouble pas, si vous voulez, l'organisation scolaire, et que ça puisse coexister avec... Bon. Et là, on est dans le chose inverse. Bon, je rappelle que
les mères de famille, normalement, ne sont pas concernées, ça ne concerne que les élèves et les mineurs, l'interdiction, mais les mères de famille sont venues là-dessus, etc. Et donc, bon, alors maintenant, il y a le problème du service national universel, le CNU, rebelote, qu'est-ce qui va se passer au niveau du CNU? C'est-à-dire que l'institution scolaire s'est mise dans un engrenage sans fin, et tant qu'on n'a pas stoppé l'engrenage, eh bien, on rejoue, si vous voulez, la scène qu'on a jouée à la fin du 19e siècle, mais on n'a pas de Clémenceau, on n'a pas de Buisson, on n'a pas de Briand pour le moment qui disent arrêtons les frais et qui arrivent à retourner, disons, à une conception libérale de la laïcité respectant la liberté de conscience. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci. Donc maintenant je vais passer la parole à Saïd Bouamama pour le même temps. Voilà, merci. Il faut appuyer où? Là. Bien. Alors je suis très content d'être ici parce que ça fait maintenant plusieurs décennies que je me bats pour que dans les espaces de gauche, cette question soit posée. Je pense que c'est une des dimensions qui clive le plus les classes populaires et que c'est un frein énorme à la possibilité de construire ce qui devrait être l'évidence, c'est-à-dire une communauté de combat. Alors, quand je dis ça, j'exagère volontairement, bien entendu, qu'il y a encore des combats communs, mais que c'est un des points de clivage qui a fait beaucoup de dégâts dans la rencontre entre les différentes dynamiques militantes. Et donc, je suis très content qu'on puisse l'approfondir ici. Je voudrais insister sur 4 idées. La première, c'est de nous poser la question de quoi la laïcité est-elle le nom en termes de processus historique, pas seulement français. On a trop tendance à considérer que c'est un débat franco-français, mais c'est un débat mondial. Une seconde idée qui serait de nous interroger sur les raisons du succès à partir de la décennie 80 jusqu'à récemment, parce que il y a des frémissements de changement et j'en suis très content de ce que j'appellerais la séquence de reformulation idéologique de la laïcité, donc de falsification du message politique que portait la laïcité. Dans un troisième temps, nous interroger sur les conséquences de cela, ça a produit quoi? Et enfin, nous interroger sur les entrepreneurs, ceux qui ont mis en œuvre ce processus et ses conséquences. Sur la première dimension, de quoi la laïcité est-elle le nom? Au-delà des histoires nationales, on peut constater que quasiment tous les pays du monde ont été touchés à un moment ou à un autre, par un questionnement sur ce que voudrait dire, ce que veut dire la vie dans une même société lorsque celle-ci est diverse. Lorsque celle-ci est marquée par une diversité de culture, une diversité de religion, etc. Autrement dit, la laïcité apparaît inévitablement dans l'histoire humaine à partir du moment où on sort de l'homogénéisation primitive des groupes, des petits groupes qui vivaient, qui formaient société. Dès que ces sociétés se complexifient, dès qu'apparaissent la pluralité culturelle et la pluralité religieuse, les conditions du vivre ensemble sont posées. Comment faire pour vivre ensemble dans une société plurielle? Comment faire? Et c'est pas une question, je le disais, c'est pas un questionnement typiquement français. J'ai l'habitude de souligner, par exemple, moi qui viens, dont les parents viennent d'Algérie, ils viennent de Kabylie, dans la tradition berbère, depuis la nuit des temps, dans le moindre village, il y a un amine qui est en charge du pouvoir politique et un imam qui est en charge du pouvoir religieux, et chacun a sa sphère de décision qui lui est propre, sa sphère de pratique qui lui est propre, et il n'y a aucune confusion, et ce simple fait d'avoir distingué ces deux dimensions-là, et ça date de plusieurs milliers d'années, ça ne s'appelait pas laïcité, dans plein d'autres cultures on ne trouvera pas le mot laïcité, mais cette réflexion sur comment vivre dans des sociétés plurielles a été posée. Au-delà de l'existence du terme, la laïcité répond donc pour moi à la préoccupation de ce vivre ensemble égalitaire et donc renvoie à la recherche des modalités de régulation politique pour permettre cette diversité. C'est dire que la laïcité n'a aucun sens dans une société homogène. Et ce qui interroge d'ailleurs tous ceux qui ont comme idéal de société, on a de bons islamophobes qui ont comme idéal de société l'homogénéisation de la société et qui se revendiquent la laïcité. Il y a une contradiction en soi. Les mêmes qui se disent laïcs disent une bonne société est une société homogène. C'est une vraie contradiction dans les termes.
Si on revient maintenant à la société française, eh bien, on peut rajouter une autre dimension à cette question de quoi la laïcité est-elle le nom. Elle est apparue, la réflexion laïque est apparue en France dans une préoccupation de protection des minorités, c'était souligné tout à l'heure, de protection de confessions qui étaient en situation minoritaire et en situation d'oppression par rapport à l'Église dominante, catholique, ultramontaine et romaine, et qui avait tous les pouvoirs. Et donc, par rapport au premier aspect de votre questionnement, outil d'émancipation, oui, historiquement, la laïcité est née dans une logique d'émancipation avec une logique du droit. Ce n'est pas une logique de l'interdit. La pulsion première de la laïcité, c'est d'autoriser, de permettre, d'assurer le droit au culte, d'assurer la légalité face au droit de conscience. Et non pas un interdit. L'interdit, lorsqu'il arrive, il s'adresse à l'État, et c'est pour que l'État garantisse justement l'égalité entre les cultes et aussi pour les non-croyants, bien entendu. Il s'agit donc de protéger certains cultes contre l'oppression subie de la part de l'Église dominante, et c'est pour cela que la laïcité a d'abord été définie par rapport à l'État. Elle donne des devoirs à l'État. Elle ne donne pas de devoirs à la société. Et c'est dire le changement qu'on va avoir dans les années 2000 lorsqu'on passe de l'obligation d'une certaine tenue pour, par exemple, le corps enseignant, à l'obligation d'une certaine tenue pour les élèves, ou à l'interdiction d'une certaine tenue pour les élèves. Là, on bascule, il y a une mutation de fond, puisqu'on passe d'une laïcité construite par rapport à l'État à une laïcité qui va renvoyer à l'ensemble de la société. Et cette logique est sans fin, je suis bien d'accord avec ce que tu as souligné. On est dans une boîte de Pandore. Si nous ne sommes pas capables de créer le rapport de force pour arrêter cette logique-là, eh ben on a les débats récurrents. On a régulièrement des textes de loi proposés pour interdire le port du foulard dans la rue. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de fin à ça. Après cela, on pourrait avoir d'autres choses également. Et c'est dire aussi que la laïcité n'a jamais été pensée comme une valeur. Elle a été pensée comme une méthode, comme des modalités de régulation. La mettre comme valeur, c'est la mettre au même niveau que la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est-à-dire confondre la dimension du moyen et la dimension de la valeur. Et lorsque certaines municipalités, heureusement elles n'ont pas été nombreuses, mais il y en a eu, ont rajouté liberté, égalité, fraternité, laïcité à côté, il faut s'interroger sur les conséquences et sur ce que cela peut signifier. Alors, j'en tirerai comme conclusion de ce premier questionnement le fait qu'on est bien dans une logique émancipatoire qui est centrée sur des obligations données à l'État permettant la vie plurielle et l'égalité du droit de conscience pour tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer qu'on soit passé de cela, avec un héritage qui a duré des décennies et des décennies, à, on va dire, les 30 dernières années, je ne sais même pas si le terme islamophobie est suffisant pour le souligner, on va dire qu'on a de vrais phénomènes d'hystérie qui ont marqué les débats publics et politiques. Il y a donc eu pour moi, à partir des années 90, une reformulation idéologique du contenu de la laïcité. Je voudrais faire une parenthèse pour souligner que pour ceux qui se disent progressistes, que ceux qui sont à gauche de l'échiquier politique, ceux qui rêvent d'une autre société basée sur la valeur égalité, il faut être extrêmement vigilant au processus idéologique. Le terme de laïcité n'est pas le seul visé. Dans d'autres domaines, d'autres termes ont été reformulés. C'est-à-dire qu'on a gardé en apparence nominalement le même mot, en mutant le contenu, afin de lui faire perdre sa charge de questionnement critique ou de porteur d'un idéal. Je voudrais souligner un certain nombre de facteurs qui expliquent qu'on ait pu avoir cette reformulation idéologique qui pourront être réactionnaire, bien entendu. Premier grand processus, un processus sociologique, qui est un processus qui marque une vraie transformation dans nos sociétés. Je vais la dater, mais bien entendu, comme toute datation, elle est incomplète et insuffisante, et elle n'est pas précise. Je vais la dater de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, qui est, par sa visibilité, l'élément qui permet la datation. Mais en réalité, c'est avant et après, ça ne se joue pas à une date précise. Qu'est-ce que la marche pour l'égalité de 83 ? C'est 20 ans après la guerre d'Algérie,
Et c'est l'arrivée sur les marchés de l'adultéité, sur les marchés de la vie, sur les marchés du logement, sur les marchés du travail, sur les marchés amoureux, sur tous les marchés de nos sociétés, de la première génération de Français issus de la colonisation. Ils sont nés français, leurs parents étaient étrangers. C'est lorsque deviennent français, ces enfants d'immigrés qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays, etc., et qui, dans les contraintes économiques, les ont contraints de rester ici. Et ces enfants, comme ils sont français, n'ont pas le même rapport à la visibilité de ce qu'ils sont que leurs parents. Un grand sociologue, Abdelmalek Sayed, décrivait la condition immigrée de la manière suivante. Il nous disait, elle a 3 caractéristiques. Autrement dit, un bon immigré dans le regard dominant doit remplir 3 conditions. Premièrement, il doit être invisible. Et effectivement, on a construit des foyers de telle sorte qu'ils soient invisibles, on a mis de côté, enfin, on a construit une invisibilité, mais j'y reviendrai après. Secondo, nous dit-il, il faut qu'il soit apolitique. Et là, ça se jouait au niveau du droit. L'étranger qui se permettait de faire de la politique, bien pouvait être expulsé. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, par exemple, de la décennie 70, une des conséquences de mai 68, où l'immigration a participé massivement, ça a été des centaines d'expulsions de gens qui avaient leur vie ici et qui ont été expulsés pour avoir participé au mouvement social de l'époque. Depuis, des droits ont été acquis, heureusement, qui stabilisent le séjour, et encore certains la mettent au jeu. Et puis, troisièmement, nous dit Sayad, troisième caractéristique de la condition d'immigré, l'exigence de politesse. Il faut dire merci. Alors si je souligne ça, quel lien avec la laïcité? Ben, tout simplement parce que ces enfants qui sont nés français n'ont pas le même rapport à la cité française que leurs parents. Les parents étaient dans une dynamique de discrétion par rapport à leur foi, par exemple. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils considéraient qu'ils allaient rentrer au pays. Et lorsque j'ai l'idée que je vais rentrer au pays, la question du rapport à la foi ou à la visibilité de la foi n'est pas de la même façon. Ne suit pas de la même façon. Les enfants n'ont pas ce même rapport-là. Je décris souvent mon histoire personnelle parce que c'est bien d'aller regarder comment ça se traduit dans la vie quotidienne. J'ai toujours l'image de mon père quand il rentrait du travail. Il était manœuvre dans une entreprise textile. Il était harassé. Son premier réflexe, c'était la douche et la djellaba. Mais quand il devait descendre la poubelle, son premier réflexe, c'était d'enlever sa djellaba et de remettre son costume de ville. Quand j'ai grandi, je n'ai jamais eu l'idée d'enlever ma djellaba pour descendre la poubelle. Ça indique que le rapport à la visibilité n'était pas du tout le même. Et voilà qu'arrive une génération importante dans la décennie 80 qui a un rapport à la visibilité, à sa foi, à ses croyances qui ne sont pas les mêmes. Essayez de vous rappeler ce qu'en signifie les réactions qu'il y a eu aux premières demandes de mosquées qui arrivent à peu près dans les années 90, aux premières demandes de carrés musulmans. Je me souviens de la titre d'une une d'un grand média, c'était « Demande de mosquées et de carrés musulmans, échec de l'intégration, point d'interrogation ». La demande de carrés musulmans, c'est-à-dire la décision de se faire enterrer ici. Oui. Le signe d'enracinement par excellence, le signe qu'ils sont complètement français, a été perçu comme exactement son inverse. Alors bien entendu, pas tout seul, on verra qu'il y a eu un certain nombre d'entrepreneurs qui ont travaillé à cela. Le second contexte, le second processus à avoir en tête, c'est la période où la cité française est également bousculée, fragilisée, précarisée par les premières politiques ultra-libérales qui se mettent en œuvre. On est juste après les Chicago Boys et l'expérience chilienne. On est dans l'arrivée du culte néolibéral. Et on est dans les grandes restructurations industrielles qui vont venir déstabiliser profondément un certain nombre de bastions des opinions politiques de gauche dans nos sociétés. On va avoir une précarisation massive, une massification du chômage. Et cela je pense qu'on a encore sous-estimé ce que ça a signifié. C'est venu fragiliser une identité qui était une identité qui faisait lien entre les identités particulières et les identités nationales, qui était l'identité ouvrière, qui était ni l'identité promue
par l'État, ni l'identité de chacun. Elle faisait intermédiaire entre les deux, et donc elle permettait de faire ce lien. Cette fragilisation de l'identité ouvrière, qui s'est faite dans des souffrances individuelles, parce que depuis des générations et des générations, ce qui était transmis, c'est la vie de nos enfants sera meilleure que la nôtre, ça fait référence aux Gilets jaunes aujourd'hui, sera meilleure que la nôtre. Pour la première fois, commence à émerger l'idée que l'avenir est pire que le présent. Que la vie de nos enfants. Et cela, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, vous savez, l'être humain, lorsqu'il est multi-identitaire, lorsque certaines de ses identités sont fragilisées, il y a tendance à en survaloriser d'autres. Et par conséquent, on va avoir là un certain nombre d'entrepreneurs qui vont mettre en avant l'idée d'une identité française essentialisée, l'idée d'une différence identitaire forte avec les travailleurs immigrés, etc. Donc on va avoir ce second processus. Alors je souligne que ces deux processus-là, d'un côté, l'émergence d'une visibilité plus forte on va dire des musulmans pour simplifier, et de l'autre, une fragilisation de la société, à partir de l'action d'entrepreneurs, vont permettre ce qu'on a connu avec la loi sur le foulard en 2004. Cela se jouant aussi, c'est le troisième élément qu'il faut avoir en tête, sur la base d'un héritage qui n'a pas été déconstruit. Et cet héritage, c'est le rapport à l'islam. Le rapport à l'islam, bien entendu, pendant des décennies, ça ne fait pas problème parce que ce n'est pas mis sur le devant de la scène, mais il suffit que certains entrepreneurs l'agitent pour que cette histoire revienne travailler. C'est quoi le rapport à l'islam dans nos sociétés? C'est un rapport à l'islam qui s'est construit au travers du prisme colonial, avec l'idée que l'islam était contradictoire avec le progrès, contradictoire avec l'émancipation des femmes. Tout ce que je vous dis là, c'est des thèmes de justification idéologique de la colonisation. On a eu des campagnes en Algérie sur le dévoilement des femmes et sur la colonisation comme outil d'émancipation des femmes. Et c'est pas étonnant, y compris ceux qui le disaient dans les années 2000, qui reprenaient ça, n'avaient pas conscience de ce lien historique, mais il y a ce lien historique. Et donc je pense que cet héritage du rapport à l'islam n'a pas été déconstruit dans les années 60 et 70, on est passé à autre chose, et je pense que ce que je dis souvent, c'est que la mémoire et la déconstruction est au peuple, ce que la psychanalyse est aux individus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin de parler cette période-là pour la dépasser. Si on veut que le rapport à l'islam redevienne serein, il va falloir s'emparer de cette question-là. Ça, c'est ce qui se joue dans les années 80-90. Va arriver au niveau international une nouvelle donne, la disparition des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la disparition de l'URSS et la disparition des autres pays de l'Est, qui sont pas rien. On peut considérer que c'est loin également. En fait, cette disparition va venir transformer les modalités de concurrence entre les différentes grandes entreprises et les différents États, les concurrences économiques internationales. C'est pas pour rien que les guerres se redéveloppent à partir de ce moment-là, guerre du Golfe, etc. En fait, et cela va se traduire au niveau idéologique par la fameuse thèse du choc des civilisations. Pour justifier ces guerres, les travaux de Samuel Huntington viennent nous avancer une théorie du choc des civilisations. Que nous dit-elle? Et on pourrait la nationaliser, c'est-à-dire on pourrait regarder ce que ça donne en France, et vous trouverez plein d'éléments de ceux qui, aujourd'hui, disent la laïcité est menacée. Les conflits au niveau international ne s'expliquent plus par l'économique ou la géostratégie. Donc, on arrête d'expliquer les conflits par les intérêts économiques. C'est la remise en cause d'une dimension essentielle des grilles explicatives marxistes, qui est de dire regardons ce qui se joue au niveau de l'accaparement économique et vous comprendrez aussi un certain nombre de conséquences. Donc, ce n'est plus pour le pétrole qu'on ferait la guerre, ce n'est plus pour les matières premières qu'on ferait la guerre, ce serait parce qu'il existerait un conflit irrésolvable entre les civilisations. Et donc on pose l'idée d'existence de civilisations qui, bien entendu, seconde thèse du choc des civilisations, ces civilisations seraient homogènes. Il y aurait la civilisation chrétienne, la civilisation musulmane, elle serait homogène. Donc il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de conflit d'intérêts dans chacune des... Donc
Si vous allez en Algérie, il n'y a plus de classe sociale, il y a les Algériens, et en fait les Algériens sont un morceau des musulmans. Ici, il n'y aurait plus de classe sociale, et donc on aurait des civilisations qui s'opposent. Et ces civilisations sont définies comment? À partir d'un noyau religieux. Ça n'est plus la technique, ça n'est plus la culture, c'est le noyau religieux uniquement. Et on va avoir une entrée de ce mode d'explication par un certain nombre d'entrepreneurs dans le débat français. Sarkozy va beaucoup jouer, un acteur énorme d'introduction, on va dire, de francisation du choc des civilisations, et cela va expliquer la dimension historique du débat. En réalité, derrière cela, c'est une reformulation du racisme. Le premier à l'avoir formulé, c'est Frantz Fanon, qui déjà, dans les années 60, nous dit « L'horreur de la Seconde Guerre mondiale a fait que le racisme a été obligé de muter. Il n'a pas pu continuer à s'argumenter sur une grille biologiste. Il y aurait des races biologiquement différentes et hiérarchisées, du fait qu'on a eu le nazisme. Et donc, il va muter en maintenant l'idée d'une hiérarchisation, non plus par la biologie, mais par la culture. Il y aurait cette fois-ci des cultures supérieures et des cultures inférieures, et les cultures supérieures auraient bien entendu le droit et le devoir de civiliser les cultures inférieures. Et Frantz Fanon appelle déjà cela le culturalisme. Le choc des civilisations et sa traduction française, en réalité, qui va donner l'islamophobie, c'est la même logique de hiérarchisation, mais cette fois-ci, on va dire, ce sont des religions. Il y a des religions compatibles avec la démocratie et des religions incompatibles avec la démocratie. Et c'est cela qui a derrière une certaine conception, derrière son dimension de l'islamophobie. C'est dans ce contexte que le débat sur la laïcité va se reformuler idéologiquement, avec comme summum la loi de 2004, qui marque la victoire d'un camp. Ceci dit, cette victoire, l'histoire continue à avancer. Je pense qu'il y a plein de signes qui montrent qu'il y a des frémissements de transformation. Alors si on regarde maintenant du côté de ce que ça a produit, ça a produit d'abord la construction de l'islam et des musulmans comme entité homogène. Et effectivement, si vous interrogez, si vous faites une enquête un peu massive, vous allez vous apercevoir qu'il y a tout un courant de l'opinion française qui a tendance à considérer les musulmans comme étant un tout homogène. Or, bien entendu, l'islam, comme toutes les religions, comporte des fidèles qui sont à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à gauche, etc. Et là, on va avoir une construction d'homogénéité. Secondo, l'islam et les musulmans vont être construits comme problèmes. Là, c'est une approche problématique. Autrement dit, si vous cumulez, et très franchement, c'est au moins 2 par an si vous cumulez depuis les 20 dernières années, vous avez un débat national, médiatisé, avec prise de parole politique, etc., quasiment tous les 6 mois. Si vous cumulez la question du foulard, la question de la burqa, la question de la viande halal, la question des minards, etc., vous apercevrez les piscines, les robes dans les lycées, le burkini, etc. On a une société qui a été travaillée et retravaillée avec des débats nationaux descendants, hystérisants. Ne nous étonnons pas qu'avec l'héritage dont j'ai parlé tout à l'heure, il y ait une certaine porosité. Et donc oui, il y a un développement de l'islamophobie. Pas parce que le français moyen aurait un gène islamophobe, mais parce qu'il y a une histoire non déconstruite, plus cette multiplication des débats descendants. Et donc cette porosité ne dit rien d'un racisme qui serait particulier pour les Français. Non, c'était juste un résultat historique et social. Même l'extrême droite est reconvertie à la laïcité. C'est quand même extraordinaire. Elle qui, historiquement... D'ailleurs, on ne va pas s'en étonner, puisqu'elle est maintenant pour le droit des femmes. Elle qui s'est toujours battue contre, etc. Donc on voit bien que c'est une reformulation. Quand des forces qui, historiquement, ont construit leur propre identité dans une optique anti-laïque, dans une optique anti-féministe, et qui, au travers d'un ciblage sur l'islam, deviennent féministes ou laïques, on voit bien qu'il s'agit d'une reformulation idéologique. Le danger, toujours au niveau des résultats, c'est que ça pose 2 logiques. Une logique extensive et une logique intensive. Ce que j'appellerais logique extensive, elle porte sur la notion de ce qu'on appelle sphère publique. Autrement dit, la logique qui est posée là permet sans cesse
de poser des questions problématiques sur des espaces qui jusque-là n'étaient pas touchés. De l'école à l'entreprise, de l'entreprise au centre social, du bistrot à la rue. On a régulièrement des débats qui ressortent sur l'extension de l'interdiction de la police des habits, on va dire, dans toute une série d'espaces. Et donc là, on a bien un passage d'une laïcité limitée à l'État, dans une logique de neutralité de cet État, à une laïcité qui s'étend, enfin, à des obligations qui s'étendent aux citoyens moyens. Mais cette logique extensive, elle va de pair avec une logique intensive, c'est-à-dire avec des dimensions, des champs de plus en plus grands, qui vont de l'habillement à l'alimentation, en passant par les comportements, voilà, faire la bise ou non, donc y compris les règles de civilité. On voit bien qu'il y a là une logique, c'est une vraie boîte de Pandore, et il n'y a aucune raison que ça puisse s'arrêter. Et puis, autre résultat, si vous êtes ici, vous êtes concerné, la diabolisation de tous ceux qui s'interrogent sur cette reformulation idéologique. Questionner aujourd'hui le discours dominant sur la laïcité, c'est se voir immédiatement affublé du titre d'islamo-gauchiste, oui, qui rappelle étrangement judéo-bolchevique d'une certaine époque, construite à partir des mêmes logiques. L'affirmation d'une religion et d'une alliance politique, islamo-gauchiste et judéo-bolchevique sont la même, pour moi c'est les mêmes processus de cheminement qui mènent à cela. Autrement dit, le débat n'est pas ici entre une laïcité qui serait stricte et une laïcité qui serait étendue, ou une laïcité qui serait plus douce, etc. C'est pas ça le débat, ou tolérante. Hein, certains veulent le poser comme ça. Il faudrait qu'on rajoute un peu de tolérance. C'est pas ça le débat. C'est laïcité ou non-laïcité. Et aujourd'hui, ceux qui défendent cette conception dominante de la laïcité, c'est pas des laïcs. C'est une falsification de la laïcité. Et je pense qu'il faut oser le poser tel quel. Quatrième, j'irai beaucoup plus vite cette fois-ci, quatrième, les entrepreneurs. Ce qui est extraordinaire, c'est l'amalgame, la coagulation d'entrepreneurs de nature différente. Certains d'entre eux, on peut ne pas s'en étonner, mais quand on regarde de près, quand on regarde ceux qui ont eu un rôle actif, alors aujourd'hui, une grande partie est acquise, donc il n'y a pas besoin qu'ils gardent tous ce rôle actif, mais la décennie 90 et 2000, on a d'abord tous les anciens nouveaux philosophes. Les anciens nouveaux. Voilà. Qui ont participé de manière extrêmement active au débat. On a toute la droite libérale. On a des ministres. Et on a le relais par un certain nombre d'organisations, d'associations, d'hommes et de femmes de gauche. Avec comme idée que le débat aujourd'hui serait la défense de la République. La République serait menacée, il faudrait la défendre. Et quand on dit la République serait menacée, elle n'est pas menacée par le libéralisme. Elle n'est pas menacée par les décisions de privatisation massive. Elle n'est pas menacée par la destruction de la sécurité sociale. Elle serait menacée par une partie de la population. Autrement dit, le discours sur la République en danger, sur un plan culturel, idéologique, institutionnel, masque le processus de libéralisation qui s'est mis en place. Et c'est pour cela qu'il y a eu coagulation de réalité, d'acteurs qui auraient dû normalement s'affronter un minimum. Et je terminerai en disant juste, parce que j'ai eu la chance et le bonheur de participer on m'a demandé, un certain nombre de jeunes musulmans ont lancé la première grande consultation sur eux-mêmes et leurs idées par rapport à la société. C'est la plus grande consultation, les médias en ont très peu parlé. Près de 30 000 personnes y ont répondu. Qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence tout simplement que sur la question de la laïcité, donc on a posé toute une série de questions sur la laïcité, sur la question de la laïcité, tous se revendiquent de la laïcité, et dans les items sur le contenu de la laïcité, eh bien, ils insistent sur quoi? Ils insistent sur la question de la neutralité de l'État,
le refus de l'ingérence des États étrangers, leur revendication des droits démocratiques, et donc la défense de la République. Autrement dit, au même moment où on a l'essentiel de la population musulmane qui s'inscrit dans le débat démocratique et progressiste, on a un discours idéologique qui vient les présenter comme danger. Donc la laïcité reste, par rapport à votre question initiale, bien entendu, est issue et porte une dynamique émancipatoire, mais la reformulation idéologique de la décennie 90 est une reformulation qui est une instrumentalisation de l'aspiration laïque. Merci. Donc, je vous propose, merci vraiment aux deux intervenants, parce que je pense que ça va susciter pas mal de questions. Je sais qu'il y aura une question, mais votre grande consultation, ça nous intéresse quand même de la voir, parce que honnêtement, en effet, on ne l'a pas vu passer, quoi. Donc ça nous a... Il y a eu un article dans l'Humain. Peut-être. Un des rares... Et Le Monde aussi. Il y a eu un article dans Le Monde aussi. C'est pas mal si on peut... Voilà. Donc, je vous propose... Il y a effectivement des questions qu'on a préparées, mais je pense que ça va bouillonner, et je propose que ceux qui ont des questions... Voilà, on passe directement au débat. Ceux qui ont des questions, qui lèvent la main et que ça se passe... voilà. Donc... Pablo, puisqu'il lève la main à ma droite, je suis présente, ça sera plus facile. Alors ça ne marche pas parce que le mien est allumé. Okay. Voilà, il faut... Donc bonsoir, moi je m'appelle Pablo, je suis salarié d'Espace Mars. Donc déjà, je voulais dire que je suis très content d'avoir ce débat avec vous. Moi j'ai toujours été de gauche, ma famille a toujours été de gauche, et je pense que j'étais un énorme laïca du fait que mon père était prof. J'ai fait une petite conversion assumée vers l'islamo-gauchisme. Non, je dis ça en plaisantant, mais je pense que l'apprentissage de l'arabe et le fait d'avoir vécu en Palestine plusieurs années, etc., m'a aussi beaucoup aidé. Le fait d'enseigner auprès de jeunes, etc. Donc du coup, moi j'ai envie de dire, je vous lis, etc., j'ai absolument aucun désaccord politique avec ce que vous venez de dire. Mais j'ai envie de vous poser quand même une question pour le défi. Donc, nous, on travaille beaucoup, c'est pour ça que sur la grande consultation, on est intéressé. On fait notamment à Espace Mars des études quantitatives, sociologiques et d'analyse électorale. Et sur ce que vous avez dit au début, sur la rupture potentielle entre classe populaire et la gauche, moi j'ai le pressentiment qu'il y a de la vérité dans ce que vous dites, mais quand je regarde mes chiffres à chaque fois, etc., alors c'est des chiffres partiels, etc., j'ai du mal à le prouver. C'est-à-dire que, pour le poser comme ça, on a certains chiffres de vote confessionnel sur autodéclaration, vous êtes musulman, vous êtes catholique, etc., avec des degrés de pratique qui sont différents. Dans le vote musulman, on a le triptyque de tête, il me semble, c'est Jean-Luc Mélenchon, Macron, Benoît Hamon, donc quand même très supposé. Et en vrai, quand on fait de l'autodéclaration, c'est-à-dire sur quelles sont les préoccupations qui expliquent votre vote, on a une tendance à retrouver assez facilement les mêmes choses que la gauche, à savoir des préoccupations sociales, ce qui aurait tendance à me faire dire que, au final, aujourd'hui, être musulman, c'est un vote comme n'importe quel acteur social, et que c'est un vote de positionnement social, et étant donné qu'on sait, comme vous l'avez dit, dans leur stratégie d'invisibilisation, c'est aussi une stratégie qui rappelle qu'on les a mis dans des endroits, mais aussi corrélés à des questions économiques, vous avez dit la question ouvrière, etc. C'est un positionnement de personnes dominées socialement, même si s'ajoute toute cette question de discrimination. Et si vous pouviez, je ne sais pas, peut-être développer sur à quel point vous pensez que cette question de la discrimination systématique du fait de la religion, mais qui est aussi quand même, entre guillemets, donc une discrimination culturelle, et la religion sert de prétexte, est-ce que vous pouvez, en dehors de quelques exemples qu'on arrive à avoir, qui sont des petits exemples, au niveau un peu massif, donner une impression sur cette idée de rupture entre classe populaire et la gauche, parce que par exemple sur le cas de la présidentielle, vraiment c'est un endroit où il y a beaucoup plus de participation que dans d'autres élections, etc., et que c'est moins vrai qu'il y a un boycott total des banlieues ou des quartiers populaires qui ne votent pas, etc. C'est vrai, mais dans une certaine mesure. Donc voilà, c'était un peu ma question. Et sur la grande consultation, je pense que nous, ça nous intéresserait effectivement de pouvoir en discuter beaucoup plus, parce que nous, des données, on adore ça. Et puis effectivement, si ça permettrait d'en parler plus, ce serait avec plaisir. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres
Il n'y a personne qui veut parler. Ah, Louis, vas-y. Il faut lever la main, sinon je ne vous vois pas. Je peux... Non, moi je voulais simplement insister sur ce qui m'a particulièrement intéressé dans les deux contributions. D'ailleurs, c'est les racines profondes d'un certain nombre de choses qu'on voit aujourd'hui. Alors Jean Bouguereau a parlé du catholicisme et de la représentation du monde et des autres que ça a longtemps impliqué. Saïd a parlé, et je voudrais dire un mot là-dessus, disons du fait que beaucoup de nos anciennes colonies étaient peuplées de musulmans. Hein, et ça, c'est... moi, je vois dans les discussions que je peux avoir avec des gens bien intentionnés. Hein, je ne fréquente pas des fachos, enfin, pas uniquement, en tout cas. Non, mais je veux dire, dans des milieux même politiquement proches, hein, de gauche, comme cette allusion, hein, au fait qu'il faut décoloniser les esprits, en quelque sorte, comme elle fait bondir. Elle est refusée viscéralement par un certain nombre de gens dont on est très proche. D'ailleurs, moi, je ne souscris pas à tout ce que dit les pires ou Yaboutelja, mais enfin, l'hostilité, la haine qu'il y a par rapport à cette personne, c'est quand même assez extraordinaire, tout simplement parce qu'elle insiste sur cet aspect de décolonisation que Frantz Fanon a d'ailleurs bien initié. Moi, je me félicite d'ailleurs, parce que je saute les générations, là, je dis ça pour les plus jeunes. Hein. C'est vrai qu'au moment de la guerre d'Algérie, ceux qui militaient à l'époque ont beaucoup aimé Frantz Fanon, puis il est un peu tombé dans l'oubli. Et moi, je me réjouis que par rapport à cette question du rapport finalement à l'autre et des racines anciennes, je me réjouis d'abord qu'on reparle de Frantz Fanon, et donc j'invite à le lire, mais surtout j'insiste sur le fait que cet aspect trace plus ou moins ancienne de l'histoire dans les mentalités d'aujourd'hui. Je crois que tout militant gagne à réfléchir à ça et à être plus éclairé pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un certain nombre de gens dont par ailleurs on peut être extrêmement proche. Tu fermes ton micro. Oui. Léila. Non, c'est juste une annonce qui fait écho à ce que vous venez de dire. Je fais partie du collectif Décoloniser les arts. Et précisément, dimanche après-midi à 16h, à la colonie Barré, nous organisons, après la production d'un ouvrage, nous organisons une fois par mois une université Décoloniser les arts. Et nous organisons ce dimanche une université sur Frantz Fanon. Voilà. Donc la colonie Barré, dimanche après-midi, 16h. Vous inscrire parce qu'en général, il y a du monde. Voilà, c'est tout. C'était une intervention publicitaire. Désolée. Et je voulais juste souscrire à ce que vous dites par rapport à nos expériences à décoloniser les arts, des interventions que nous faisons et des réactions à l'ouvrage que nous avons publié. Effectivement, au sein de la gauche et de la gauche communiste, et paradoxalement au sein des artistes, dans les milieux artistiques, cette idée il y a une réticence à l'idée même de décolonisation, il y a une réticence à considérer que la lutte contre la colonialité ou la post-colonialité doit se remémorer, se remembrer, se réaffirmer aujourd'hui plus que jamais. Et du coup, j'ai la réponse, mais elle mérite qu'on la creuse. C'est souvent, il me semble, et je dis ça en toute simplicité à Espace Marx parce que
je suis anciennement communiste et que je suis à la fois descendante d'esclaves et descendante de juifs polonais. Donc il n'y a pas d'antisémitisme dans mes propos, mais paradoxalement, c'est souvent venant de la part, cette réticence venant de la part de personnes issues du génocide, enfin rescapées et survivants du génocide, que j'ai ressenti ça, cette tendance à... Je dis ça parce que hier on avait une intervention et il y a des gens qui, dans des associations progressistes, des enfants de la Shoah, qui ne voulaient pas considérer que le colonialisme faisait partie des crimes contre l'humanité. Maxime. Moi, j'ai aussi simplement quelques interrogations après tout ce que vous avez pu dire. Et j'ai le sentiment que si la gauche, aujourd'hui, elle a pu se faire avoir en quelque sorte, c'est-à-dire ne pas voir ce subterfuge et de l'islamophobie qui se cache derrière, enfin, ne pas la voir en apparence, c'est-à-dire que ça l'arrange, c'est aussi que ces logiques-là ont pu se cumuler à l'anticléricalisme qui, à gauche, est une vraie tradition et importante. Et du coup, ma question, c'est comment aujourd'hui vendre une laïcité ouverte, celle qui n'impose qu'à l'État et pas à la société dont vous parliez, Saïd Bouamama, en parlant à la gauche, et comment aujourd'hui parler à la gauche, parce qu'en fait, même dans les gens qui finalement sont relativement d'accord avec les principes de la laïcité tels qu'on peut les énumérer, il y a quand même une forme de logique qui dirait oui, mais bon, croire en Dieu quand même quand on est de gauche, comment c'est possible? C'est-à-dire, il y a aussi une forme d'articulation au-delà du simple rejet d'une idée, d'une supériorité du fait de l'athéisme. Et comment on fait également face à ça? Je vous propose que vous fassiez l'un et l'autre une... Ah, alors vas-y, et allez-y. Donc je suis au Front Uni des immigrations des quartiers populaires. Alors moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Saïd tout à l'heure par rapport à l'héritage colonial et au rapport à l'islam dans les colonies. Il y avait aussi la question de la domestication de l'islam à cette époque qui quelque part se poursuit aujourd'hui, dans le sens où on voit que localement, certains politiques, par exemple, auront aucun scrupule à faire appel aux imams dans les quartiers ou aux représentants religieux pour acheter une forme de paix sociale, dans le cas de, par exemple, quand il y a des violences policières, une crainte d'émeute, etc. Une des premières choses que font ou le préfet ou le maire, c'est de prendre le téléphone et puis de contacter l'imam du coin pour essayer de calmer les choses. Et donc là, dans ces cas-là, on voit bien que la question de la laïcité, elle passe au second plan quand il s'agit de maintenir une forme de paix sociale et du coup de calmer les quartiers populaires. Voilà. Allez-y. Je commence. Oui, je vais reprendre à partir de la question sur l'anticléricalisme et la supériorité de l'athéisme. C'est vrai que justement, vous avez très bien dit que le problème de la laïcité est un problème universel, qui se pose dans toute société à partir du moment où la société n'est plus homogène. Et je reviens à l'exemple que j'avais donné, par exemple, de la mort comme passage dans l'au-delà. Si on a une société homogène où tout le monde croit au purgatoire, au paradis, à peu près de la même manière, enfin, en gros de la même manière, parce qu'en fait, les gens ont leur compte à soi quand même. Hein. Bon. Mais disons que s'il y a un discours social unificateur qui est homogène, effectivement, il n'y a pas de problème explicite de laïcité. Bon. Mais problème de laïcité,
il commence déjà quand il y a une liberté, une montée de la liberté de l'individu qui fait que, même si les gens ont la même religion, le rapport à la religion des gens est différencié suivant les gens. Hein. Par exemple, la loi sur le divorce de 1884, effectivement, ça protégeait les libres penseurs et les minorités protestantes et juives qui acceptaient le divorce, mais ça protégeait aussi bien des catholiques qui, sur ce point-là, étaient en désaccord avec le discours officiel de leur Église. Bon. Et, pensez aujourd'hui, le catholicisme officiellement est contre la contraception, et la plupart des catholiques, je parle de la minorité catholique qui va toujours à la messe, se fout complètement de cet interdit catholique sur la contraception. Bon. Donc déjà, la laïcité est le résultat et permet, si vous voulez, c'est le problème de l'œuf et de la poule, un rapport différencié à la religion de chacun. Alors, c'est déjà une première réponse parce que dans un peu les stéréotypes des athées, parce que chacun a ses stéréotypes, le religieux, il était soumis à tous les dogmes enfin, les athées ont souvent du mal à penser que le croyant a un rapport de proximité et de distance à la fois avec ses croyances, si vous voulez. Et qu'il a finalement, au bout du compte, il se façonne une religion personnelle qui, par certains côtés, est proche de la foi officielle, et par d'autres côtés, n'est pas proche et à des distances avec cette foi officielle. Puisque tu as parlé de tes origines, moi je peux parler des miennes. Moi je suis issu d'une famille de paysans limousins qui était catholique et qui s'est converti au protestantisme au XIXe siècle. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était des conversions collectives à la veillée. Il y avait une forme de démocratie villageoise, hein, où les discussions se faisaient à la veillée. Les hommes palabraient, les femmes tricotaient, les enfants jouaient. Mais quand l'homme rentrait chez lui, la femme lui disait « Qu'est-ce que t'as dit ?» Elle était maîtresse de maison, et donc elle demandait des comptes à son mari dans sa maison. Elle régnait à l'intérieur, elle ne régnait pas à l'extérieur, etc. Bon. Donc il y avait des formes de démocratie villageoise, et donc il y avait cette conversion au protestantisme qui s'est faite parce que c'était des montagnards au sens de la Révolution française, au sens de 1848, et ils appelaient les curés les Vendéens. Bon, donc c'est tout dire. Bon. Ceci dit, il y a quelque chose qui ne leur plaisait pas dans le protestantisme, c'est que les pasteurs protestants ne bénissaient que les gens et ne bénissaient pas le buis. Or, le buis béni, c'était très important pour le bétail, etc. etc. Bon. Et il y a eu un accommodement raisonnable, si je puis dire, c'est-à-dire que les gens venaient le dimanche des Rameaux au temple, ils avaient du buis dans leurs poches, le pasteur bénissait les personnes, et le buis qui était dans les poches était béni par la même. Bon. Donc, vous voyez, la religion est un phénomène beaucoup plus individualisé, et on le voit aujourd'hui avec le foulard, etc. C'est un phénomène beaucoup plus individualisé que ce que peut penser quelqu'un qui n'a pas de foi personnelle religieuse. Hein. Bon, ça, c'est le premier problème. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose... Bon. Ensuite, anticléricalisme et antireligion, c'est pas la même chose. Et ça a été trop souvent confondu. C'est-à-dire que, Saïd a bien parlé des principes laïques, mais malheureusement, les laïcs empiriques, si je puis dire, n'ont pas été forcément fidèles à ces principes laïques. C'est pour ça que moi j'ai dit que au début du XXe siècle, il y avait eu un engrenage où d'ailleurs, justement, très significativement, on avait parlé de laïcité intégrale, de laïcité absolue. On avait été obligé d'ajouter ces adjectifs à laïcité pour se distinguer d'une laïcité respectant la liberté de conscience. Bon. Et dans, à mon avis, l'histoire de la gauche en France, ça pèse. C'est-à-dire que on a plus, le rapport à la mémoire est effectivement très important, et on a plus conservé la mémoire des conflits, de ces engrenages, etc.,
que la mémoire, justement, de la construction du calme. Or, le calme, le lien social, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui est donné. Bon. Il y a eu très souvent les historiens livre de loi a dit qu'il y a à peu près eu 5% d'incidents entre les instituteurs et les curés. 5%. Bon, après les documents d'archives, etc. Bon. Eh bien, ces 5%, dans la mémoire collective telle qu'elle s'est façonnée, telle qu'elle s'est construite socialement, ils ont pesé beaucoup plus lourd que les 95% où il y a eu accommodation. Et du coup, il y a une... bon, moi je dirais il y a des croyances athées. Hein. Il y a des croyances athées où, justement, le religieux, on dit qu'il a besoin de béquilles, qu'il ne peut pas assumer la réalité d'existence, etc. Bon. Mais si... Moi, je préfère parler de symbolique plutôt que de religion. Bon. Et le symbolique, ça existe pour tout le monde. Tout le monde a un univers symbolique. Bon, tu as parlé du fait que les gens, justement, étaient dans une démarche où ils espéraient que leurs enfants auraient une meilleure situation qu'eux, et ils faisaient tout pour. Hein. C'était pas une démarche passive. Bon. Mais ils étaient mus par cette espérance-là qu'ils pouvaient façonner un avenir meilleur pour leurs enfants. Bon. Il y a à la fois du réel empirique, mais il y a à la fois du symbolique. Justement, on est dans cet imaginaire où on essaye de construire un avenir, de se projeter vers l'avenir, etc. Bon. Là, effectivement, on est dans une crise de cette projection dans l'avenir. Et une des raisons du développement de l'islamophobie, bon, ben, tu l'as bien décrite, c'est-à-dire que depuis les années, en gros, 75, 80, etc., il y a une perte de projection dans l'avenir, de confiance dans l'avenir, il y a une perte de cet espoir. Bon. Et du coup, il y a une multiplication des boucs émissaires. Bon. Et l'immigré sert de bouc émissaire idéal parce que, là aussi, je crois que, et ce qu'a dit Weber est très important, la France n'a jamais affronté ce qui s'est passé au moment de la guerre d'Algérie. On a dit aux gens que, justement, on civilisait les Algériens, que, etc., etc., et puis tout à coup, on leur a dit il faut donner indépendance à l'Algérie, et 90% de Français ont donné indépendance à l'Algérie. Mais on leur a jamais expliqué en quoi les politiques s'étaient trompés. Hein. Y compris les politiques de gauche. Guy Mollet, il était socialiste quand même, hein. Il faut se rappeler. Bon. Et donc, bon, ben, le Français moyen, il s'est dit ok, on leur donne des indépendances, eux chez eux et nous chez nous. Et puis, en fait, les usines avaient besoin de main-d'œuvre immigrée, hein, de faire venir des immigrés, etc. Et donc, l'indépendance était donnée, enfin, donnée entre guillemets, en fait, elle avait été arrachée, mais c'est comme ça que ça s'est passé, puisqu'il y a eu ce fameux référendum. Et il y avait toujours, évidemment, du coup, si vous voulez, c'est là où on a dit ils ont leur pays, donc leur civilisation, et nous, on a notre pays, notre civilisation. Et c'est important, et ça a marqué les gens. Mais si vous voulez, moi je vois bien, pour moi, ça a été toute une démarche de se défaire de stéréotypes. À l'école, qu'est-ce qu'on m'a appris? On m'a appris que les Noirs, ils habitaient en Afrique, que les Jaunes, ils habitaient en Asie, que les Blancs, ils habitaient en Europe. C'est ça qu'on m'a appris. Bon. Et c'est toute une démarche d'arriver à se dire, mais la France est un pays pluriculturel, et après, il n'y a pas de catastrophe. Hein, et rien la République n'est pas en danger pour autant. C'est pas évident au départ. Il faut faire cette démarche. Et c'est vrai que la gauche ne l'a pas faite convenablement, si vous voulez. Bon. Et donc, il y a aussi une remise en question à faire au niveau... Alors, c'est là où c'est important parce qu'il y a à la fois... Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que
on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'au lieu de dépoussiérer un certain marxisme qui s'était orthodoxisé, on a tout jeté, et donc plus de lutte des classes, plus d'enjeux socio-économiques, etc., etc. Bon, alors qu'il faut relire Marx, il y a besoin de relire Marx, bon. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que le socio-économique permette que le culturel soit un angle mort, parce qu'il y a un travail d'autocritique et de critique sur soi au niveau du culturel, et au niveau du fait qu'effectivement, les cultures ne sont pas homogènes, mais qu'il y a tout le temps des mouvements d'import-export entre les cultures. Et que la laïcité française, elle s'est nourrie d'exemples étrangers, hein, et inversement, la France a exporté des choses, la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Il y a tout le temps un mouvement de va-et-vient au niveau culturel. Bon. Et les migrations sont en première ligne, d'ailleurs, dans ces mouvements de va-et-vient culturel. Bon. Et donc, là, il y a tout un travail à faire là-dessus. Bon. Et pour terminer, bon, parce qu'il y a toujours cette question qui est posée, l'égalité homme-femme. Alors, la laïcité serait du côté de l'égalité homme-femme, et puis les religions en général, et l'islam en particulier, seraient contre l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, bon, on n'y est pas encore arrivé, hein, il y avait l'affaire Beaupin, etc., mais disons qu'il y a eu des progrès qui ont été faits, mais quelle difficulté pour faire ces progrès? À quel point ça a été difficile? Bon. À quel point c'est pesant? Bon. En 1904, il y a le centenaire du Code civil. Le Code civil infériorise complètement la femme. Bon. Il y a des grandes cérémonies républicaines sur ce Code Napoléon, alors que Napoléon a une mauvaise image de marque auprès des républicains, mais où on célèbre le Code civil. Il y a des femmes qui font des manifestations contre cette célébration du Code civil. Elles sont amenées au poste, etc. Et les journaux, soit alors les journaux de droite sont vraiment sexistes, soit les journaux de gauche sont moitié-moitié. Hein. L'Humanité de 1904 n'est pas très féministe. Hein. Bon. Alors, pourquoi? Là aussi, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le stéréotype de la femme soumise au cléricalisme. La femme serait... Et pour moi, dans la lutte contre le foulard, et on a parlé beaucoup de femmes soumises qui portaient un foulard, il y a une reprise de ce stéréotype de la femme soumise au cléricalisme. Bon, le bloc des gauches avait gagné en 1902 avec 200 000 voix d'écart, et on avait dit si les femmes avaient voté, le bloc des gauches n'aurait jamais gagné. Bon. Et donc, on justifiait l'absence de vote des femmes par une justification politique. Alors que quand les femmes ont voté, elles ont voté à droite, à gauche, au centre, exactement comme les hommes. Bon. Tout ça était très largement fantasmatique. Mais il y a eu aussi un sexisme anticlérical, hein, il faut bien voir ça, qui se justifiait par le fait que, justement, les valeurs républicaines, les valeurs laïques, justement, la transformation de la laïcité en système de valeurs faisait que il y avait des boucs émissaires, et les boucs émissaires, ça a été longtemps au niveau des femmes. Bon. Et si aujourd'hui, dans les cours d'histoire ou dans les cours des collèges, on enseignait justement aux gamins et aux gamines cette difficulté énorme qu'a eu la République et la laïcité pour essayer de se débarrasser au moins en partie de son sexisme, etc., alors, effectivement, du coup, les gamins et les gamines pourraient se poser la question par rapport au sexisme de leur propre religion. Mais c'est une toute autre démarche de dire ça, de dire, voilà, on essaye d'être en chemin au niveau de l'égalité homme-femme, d'être en mouvement, mais qu'est-ce que ça a été dur et qu'est-ce que c'est difficile et que de résistance on a. Bon. Si on dit ça, les gamins se poseront des questions. Si on stigmatise en disant « nous, on est les laïcs, on est pour l'égalité homme-femme, et vous, les religieux, vous êtes dans l'obscurantisme »,
c'est normal qu'il y ait un retournement du stigmate. Hein, et c'est contre-productif au possible. Oui, alors quelques éléments par rapport... D'abord sur les remarques que tu fais, que je partage bien sûr. Un des plus grands apports de Frantz Fanon, c'est d'avoir rappelé que quelque chose que Marx avait déjà posé, que Marx avait été le premier à poser fortement, tous les rapports inégalitaires doivent être pensés comme des rapports sociaux. Autrement dit, l'effet de ces rapports, c'est toujours sur l'ensemble des acteurs. Et Frantz Fanon nous rappelle que le rapport colonial, on l'a beaucoup étudié dans les effets sur les colonisés. Et il nous dit attention, il faut regarder les effets sur les peuples des pays colonisateurs. On ne peut pas avoir pendant 2 siècles diffusé des images, des explications, des chansons, des blagues, etc., toute une perception de l'autre et considérer que ça va disparaître simplement parce qu'il y a eu indépendance et on installe le silence et l'oubli. Et donc ça c'est une des dimensions qu'il faut vraiment avoir en tête. Ce travail n'a pas encore été fait. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. Il faut absolument lire le livre d'Alain Rouchiot de cette semaine-là, qui a été édité, Les communistes et la guerre d'Algérie. Pendant longtemps, et à juste titre, en tout cas moi j'ai participé à ce débat, j'ai souligné quelques désaccords que j'avais eu avec le Parti communiste français sur certains moments, comme les votes des pouvoirs spéciaux en 56, etc. L'apport d'Alain Rouchiot, c'est de montrer qu'à côté de ça, donc il y a un vrai débat sur quelques dates comme ça, mais qu'à côté de ça, il faut prendre en compte aussi comment les militants communistes, quand ils essayaient de défendre des points de vue justes, étaient entendus et reçus dans les usines, avec des camarades qui les aimaient bien et qui menaient des grèves avec eux. Et ils montraient l'ampleur de l'imprégnation de ces représentations sociales coloniales. Et ils décrivaient que très souvent, les militants étaient isolés. Les mêmes qui faisaient grève avec vous la semaine d'avant, vous écoutez plus quand on parlait cette fois-ci de l'Algérie. Et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est pas un niveau. Du coup, ça pose aussi la question de la connaissance d'un certain nombre d'éléments d'histoire et de comment ça se transmet, y compris, par exemple, dans le lien sur la question du lien entre la gauche et la religion, et en particulier, je vais prendre des exemples d'ici, puisqu'on est dans cette maison, des communistes et de la religion. On est loin de la caricature d'une opposition absolue. Il faut lire les textes de Marx sur l'Irlande, par exemple, où il dit à la fois au niveau économique, c'est le secret de l'échec de la classe ouvrière que cette division dans la classe ouvrière entre Irlandais et Anglais, et il montre qu'un des mécanismes de la reproduction de cela, ce sont les préjugés liés aux religions, qui sont renvoyés aux Irlandais, qui sont vécus comme des sauvages, incivilisés, etc. On est dans le pays dans lequel il y a eu une lettre ouverte aux chrétiens, par Maurice Thorez. Vous imaginez une lettre ouverte aux musulmans aujourd'hui ? En plus, j'espère que quelqu'un le fera un jour, parce que qu'est-ce qui était dit là-dedans ? On n'était pas dans l'opposition croyant, pas croyant. Le contenu de cette lettre, c'est de dire les croyances renvoient aux individus. Est-ce qu'on peut regarder ce qui nous réunit ? Est-ce qu'on peut regarder les intérêts économiques ? C'est-à-dire, voilà, vous êtes des travailleurs, etc. Et je pense qu'il y a un oubli de ces dimensions-là. L'autre élément par rapport à ce que tu posais, je ne pense pas que la question du vote soit une bonne mesure du degré de convergence ou de clivage au sein du monde du travail. Parce qu'au moment du vote, on a un certain nombre je pense aussi, comme toi, qu'il n'y a pas plus d'abstention, ou en tout cas c'est à la marge, du côté des personnes issues de l'immigration par rapport aux personnes du même âge et de la même appartenance sociale. Il n'y a pas plus ni moins. Par contre, je pense que c'est des moments dans lesquels ce qui se joue, c'est dans quelle direction va la société. On peut voter pour Mélenchon et ne pas après aller dans les espaces où il y a d'autres militants qui ont voté Mélenchon. C'est ça qui est pour moi essentiel. C'est comment on va... parce qu'au moment des élections, je vais te dire, plein de gens qui disent la gauche, ils font chier vraiment sur l'islamophobie, ils ont rien compris, ils ont quand même été voter Mélenchon. Parce que ce qui est en jeu là, c'est le rapport de force dans les années qui vont venir. Et si on se contente de ça, on va dire ça va. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se retrouve pas sur un certain nombre de luttes ? Moi, il m'arrive encore aujourd'hui de faire dans la même ville ici 2 débats à 1 mois d'intervalle, un débat dans lequel il n'y a que des militants de gauche blancs
et le même débat quasiment sur le même thème, un mois plus tard ou un mois et demi plus tard, où c'est plein de jeunes noirs et arabes. Qu'est-ce qui fait qu'on invite la même personne, quasiment sur le même thème, et ça ne se rejoint pas. Donc pour moi, le débat, il est dans la structuration sociale, dans les espaces de lutte, dans les espaces d'organisation. Et là, je pense que le clivage, il reste massif et il reste important. Et je pense que le clivage passe, dépasser ce clivage, passe par justement poser les questions qui sont posées, que vous avez posées ici. Non, moi je suis d'accord, hein. Je posais la question plus sur... mais du coup, comment on empêche la gauche de soit être dans le truc de « je vous déteste parce que vous êtes le pire, le ci, le ça, et donc du coup on ne veut pas vous parler », soit dans le réflexe, disons, cynique, en disant bah, « de toute façon ils votent pour nous, on s'en fout ». Je caricature, mais c'était pour ça que je posais cette question, c'est que, bon, c'est dur de dire, mais vous ne vous rendez pas compte, les classes populaires, notamment, on va dire, racisées, et sur ces questions-là, vraiment, vous êtes en train de vous les aliéner profondément. Et le fait qu'ils ne voient pas à court terme, en tout cas quand ils pensent en termes d'appareil bureaucratique, le fait qu'il n'y ait pas de blancs ou le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes ou qu'il y a toujours beaucoup moins de femmes dans les postes, ça ne les a pas trop empêchés de se revendiquer, je sais pas, féministe ou antiraciste par exemple. Alors, je ne connais pas vos noms, donc et comme vous avez levé tous les deux la main, donc l'un après l'autre, quoi. Okay. Du coup, moi ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je pense que l'urgence, elle est dans le fait que l'islamophobie a des conséquences concrètes sur la vie des musulmans en France. Il y a des gens qui sont assignés à résidence, il y a des gens dont on place les enfants, il y a des personnes qui sont agressées, des femmes qui sont agressées parce qu'elles portent le voile. Donc ça a des conséquences matérielles dramatiques sur les musulmans en France. Et quand je vois que le niveau de débat aujourd'hui dans la gauche, c'est de demander s'il faut utiliser ou pas le mot islamophobie. Je me dis qu'il y a un gap énorme, quoi, et que l'état d'urgence a précipité les musulmans dans un gouffre en ce qui concerne leurs droits fondamentaux, et que si on veut dénoncer les lois liberticides, il faut commencer par... il faut que la gauche commence par entendre ce qui se passe réellement aujourd'hui pour les musulmans en France et les conditions dans lesquelles ils vivent au quotidien. Voilà. Bonsoir, moi c'est Ismaël, je suis aussi militant du FIQP. Je voulais juste répondre à la remarque que tu disais, lorsque tu disais comment est-ce qu'on fait en fait sur le positionnement de la gauche. Mais je pense qu'il y a un truc en fait qui est important à poser aussi peut-être, c'est est-ce que la gauche en fait elle a intérêt ou non à libérer cet espace. Et moi j'ai l'impression malheureusement aujourd'hui que non. Et en fait ça revient beaucoup chez beaucoup de militants qui sont racisés, qui expliquent ne jamais avoir subi en fait plus le racisme qu'au sein même de leur organisation. Autant qu'elle soit à gauche le plus possible. On l'a vu au NPA par exemple, quand il y avait une candidate qui était voilée, qui avait essayé de se présenter, elle s'était fait tuer, alors que le NPA c'est quand même pas le parti le plus à droite, je pense, et donc le moins émancipateur. Et du coup je voulais revenir sur une phrase qui est intéressante. Pendant la campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est un peu la phrase, on va dire, progressiste entre guillemets, qui tient à l'égard de l'islam. Et en fait ça l'est pas du tout, parce que on lui fait, je crois que c'est François Fillon qui parle de la religion, et en fait Jean-Luc Mélenchon il répond « mais arrêtez de nous faire chier avec la religion, la majorité des Français en fin de compte, ils sont pas croyants ». Et en fait ça s'explique totalement, c'est que pour moi en fait la gauche elle veut pas donner cet espace, et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? C'est précisément parce que libérer un espace comme ça permet en fait à des personnes qui sont justement issus de l'immigration, de pénétrer dans des espaces politiques et de s'approprier des questions qui les concernent d'abord. Et donc du coup, c'est un espace qui se crée, et c'est la remise en question en fait de toute une hiérarchie qu'on trouve dans tous les partis, et y compris dans ce beau parti communiste. Alors, oui, je suis désolée, juste une petite précision. Sur tout ce que j'ai dit, j'ai parlé des musulmans, mais je parle aussi des supposés musulmans. Oui, c'est important de le dire.
Je ne connais pas votre nom. Moi, je m'appelle François Sidirji. Je suis venu un peu en simple militant ce soir. J'étais intéressé par mais le micro. Vous m'entendez pas? Moi, j'ai parlé assez fort. Ouais, voilà. Oui, je dis, je suis venu ce soir. J'étais intéressé par la thématique. Je ne suis pas en lien avec Espace Mars régulièrement. Disons, j'habite à la lisière de Saint-Denis. Je suis plutôt, en tant que militant, tourné vers Saint-Ouen. Mais j'ai un ami et camarade qui est communiste, qui milite, lui, et qui est même président d'une association qui s'appelle l'Observatoire à la laïcité, sur place. Et il m'a invité à une soirée avec une thématique très très riche, et j'ai refusé d'y aller. Non pas que je sois anti-laïque, mais parce que la thématique qu'on me proposait me faisait froid dans le dos. À savoir que le fait est qu'il y a des problèmes sociaux, et je dirais de partage de culture qui sont réels dans cette ville en particulier, comme dans d'autres, parce qu'on sait très bien que là où on envoie les émigrés, c'est bien aussi dans un certain nombre de nos villes, sans souci des tissus sociaux qui existent. Mais en même temps, c'est construit dans ce réseau militant comme une sorte de paternalisme à l'égard de l'ensemble des populations, le musulman étant considéré comme supposé dangereux, avec toute la mémoire qu'on garde des attentats Charlie Hebdo, etc., où en fait il y a comme une espèce de lien de continuité qui se fait entre le fait qu'on est religieux, qu'on a un comportement un peu différent, et on est supposé pouvoir avoir un petit lien avec des terroristes d'extrême droite. Et éventuellement, à un de vous, je communiquerai la réponse que j'ai faite et le petit échange que j'ai eu avec ce camarade. Je l'ai fait avec mes moyens, mais lui-même d'ailleurs, on a un passé qui est différent parce qu'il est issu des Français d'Algérie et mon père était à Charonne. Enfin, je veux dire, moi, en tant que communiste, je suis né dans cette histoire anticoloniale. Et de cette histoire anticoloniale, j'ai construit une conviction. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a quelques années, j'étais dans le parc du Retiro en Espagne, à Madrid, et tout à coup, j'ai vu des centaines et des centaines d'Indiens d'Amérique du Sud qui étaient là, simplement pour faire un peu corps ensemble. Et j'avais déjà une réflexion sur le problème de l'immigration, et j'en ai acquis la conviction que chaque pays colonisateur entretient, et je dirais définitivement, avec les peuples qu'il a colonisés, une relation de sang. Et j'ai même un peu de mal avec la campagne européenne qui s'annonce, parce que je pense que la France, les peuples vers lesquels elle devrait se tourner de façon prioritaire, c'est celle auxquelles elle a fait le plus de mal. Et on devrait savoir aussi qu'on a à l'égard des peuples qui sont issus de cette histoire un lien de sang, définitif. Si il y a une très forte immigration des pays du Maghreb, c'est bien sûr parce que la France, à un moment donné, elle s'est dit venez, on vous exploitera plus que les autres, mais c'est aussi parce que avec la guerre qu'on leur a infligée, on a créé un pont incroyable. Oui. Et cette idée du cohabitation de culture, il faut vraiment qu'on se la considère comme une réalité de ces diversités, comme une réalité extrêmement durable, j'ai envie de dire définitive. Bon, c'est pour ça que je dirais le débat de ce soir m'intéresse, mais je voudrais aussi qu'on s'imprègne de cette idée-là que les musulmans ne sont pas des étrangers sur notre sol. Enfin, pourquoi est-ce qu'on entretient avec les musulmans une relation si particulière? C'est parce qu'on est porteur de cette histoire coloniale, et qu'effectivement, parmi ceux qui étaient eux-mêmes les victimes de la guerre d'Algérie, qui ont fait partie du contingent, ils sont pas forcément allés au bout de la critique du rapport qu'on continue, je dirais, de supériorité qu'on continue d'entretenir avec eux. D'accord. Alors, j'ai Leïla, Pablo et Louis. Voilà.
Et puis après, je vous propose qu'on fasse comme ça, à part s'il y a vraiment quelqu'un qui a une intervention rentrée. Il y a trois personnes qui m'ont demandé. Je vous propose qu'on fasse ça. Et puis après, on repassera la parole pour 5 minutes à la fin aux deux conférenciers. Voilà. Moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Il me semble, par rapport à ce que vous avez dit, il me semble que le colonialisme, où qu'il se soit appliqué et par quelconque pays d'Europe, parce que c'est l'Europe qui a été le grand initiatrice de la colonisation, c'est toujours accompagné ou n'a pu se justifier que par une justification culturelle, de supériorité culturelle, de supériorité cultuelle aussi, de supériorité. Donc c'est pas récent d'ailleurs. Au début de notre à la première rencontre, Edoui Plenel l'a souligné ça. Le colonialisme n'a pu exister et perdurer que par une justification de supériorité culturelle, pas seulement de supériorité biologique, et qu'il fallait bien imprégner et les colonisés et les colonisateurs de cette supériorité. Et c'est cette supériorité, à mon avis, qui perdure dans ce qu'on annonce être la post-colonialité, c'est-à-dire dans toute la conscience, y compris de la classe ouvrière, aujourd'hui, sa supériorité culturelle, dont fait partie, à mon avis, cette supériorité des droits de l'homme ou de l'universalisme, pour revenir à ce que vous dites, c'est-à-dire l'universalisme français supérieur à toutes les autres cultures. Pour rappel, historiquement, la Charte des Mandingues était une première déclaration des droits de l'homme qui a été étouffée, mise sous le boisseau, et qui mettait pas d'esclavage, les droits de l'homme chez les Mandingues, et y compris dans des rapports avec la nature. Donc voilà, cette supériorité qui perdure, y compris dans ce qu'on se dit ici, et du coup, moi ma question c'est par rapport aux marxistes orthodoxes, la supériorité de la lutte des classes sur toutes les autres luttes, c'est-à-dire y compris la lutte contre le sexisme, y compris la lutte contre le racisme. Il fallait que tout soit soumis, historiquement, tout soit soumis à la lutte des classes, et que c'est la lutte des classes qui est priorisée. Et je pense que dans les partis politiques persiste cette idée que c'est la lutte des classes qui est la lutte dirigeante, qui est la flèche vers laquelle doivent converger toutes les autres formes de lutte. C'est sans doute vrai de ne pas séparer toutes ces luttes, de les faire converger, mais de soumettre toutes les formes de lutte à la lutte des classes fait aussi partie de cette supériorité d'un universalisme européen. Alors, Pablo et Louis après. Je vais très vite, une remarque et une question. Donc sur la remarque, je suis en fait vraiment d'accord avec vous. Déjà sur la question d'intégrer l'islamophobie ou pas dans les programmes, dans les mots utilisés. Moi j'ai fait des matchs de rhétorique, j'ai cru que je passais le barreau dans les 2 salles au-dessus, au congrès il y a 2 ans. Moi j'ai quitté mon organisation pour d'autres raisons, mais il faut dire, ça a en participé. Effectivement, je suis d'accord. Ils sont en train de dire, est-ce qu'on peut dire ou pas, est-ce que... ça sert à rien. Donc, et en plus, et ce que tu disais aussi sur le vécu entre l'affaire du NPA, le vécu qu'on peut imaginer de plein d'autres personnes à l'intérieur, et en même temps, la dernière fois, ce que je lisais, je sais plus qui, je crois que c'était Madame Boutelja, mais je suis pas sûr, sur la conférence Bandoum du Nord. Et j'aimais bien l'idée quand même de dire, la gauche n'est pas notre allié, n'est pas dans notre combat commun, mais elle devrait être notre allié naturel. Et donc, de mon positionnement, qui j'avoue, un militant politique, là plus dans une orga, mais blanc, je me dis, quelle piste on peut faire pour faire en sorte que, si déjà on pouvait virer dans les entrepreneurs de la construction de la laïcité comme une oppression, etc., ceux qui sont à gauche,
fait une petite partie du travail. Et donc du coup, la question pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire se débarrasser de respect de l'indépendance des gens qui s'organisent dans les cadres, qui considèrent être les leurs s'ils veulent que ce soit dans leur indépendance, etc. Mais bon, moi, j'en ai marre de côté des gros laïcats, parce que je les connais bien, je l'ai été vraiment profondément, et donc du coup, pour faire le lien avec ma question, du coup, je suis assez d'accord sur le débat aujourd'hui. Vous disiez, c'est laïcité ou non laïcité. Le problème, c'est que quand on arrive, on dit le voile, je crois qu'on se fait crucifier. Donc, pour arriver en disant non laïcité, ça va être difficile en termes un peu stratégiques. Et moi, je veux un peu des réponses comme ça, même si sur les développements théoriques, etc., profond d'accord. Louis. Oui. Moi, je vais rebondir sur ton expérience. Là, il y a quand même une vraie question. En France, il y a quand même un certain nombre d'organisations progressistes, disons. Et comment il se fait qu'il puisse y avoir dans le débat public autant de déclarations islamophobes ou anti-immigrés ou tout ce qu'on veut. Comment ça se fait que comment ça se fait que les organisations progressistes, disons, qui ont quand même fait taire l'antisémitisme, il fut un temps où ça s'utilisait beaucoup dans les réunions, je ne l'ai pas connu ce temps-là, mais enfin, la République laïque, quand même, a eu parfois aussi il y a eu parfois de belles déclarations antisémites. Le féminisme, quand même aujourd'hui on se trouve dans des réunions à peu près mixtes, je m'en réjouis, alors que si on avait fait la même réunion il y a 30 ou 40 ans, il y aurait eu des mecs. Donc, alors, et pourquoi est-ce que ça ne marche pas par rapport à cette forme de diversité culturelle, et notamment, je vais le dire de façon provocatrice, là. Si je regarde autour de moi, là, manifestement, il y a au moins 3 participants qui viennent des quartiers. C'est mon association, donc c'est biaisé. Voilà, j'allais le dire. C'est-à-dire, si Saïd Bouamama n'avait pas été un des intervenants, il n'y en aurait pas un. Donc on serait entre blancs. Absolument. Et c'est quand même... alors, pour moi, c'est quand même une des... Alors, il y a très peu d'organisations françaises qui échappent à ça, quand même. C'est-à-dire, il y a quand même un fossé. Moi, je suis plus habitué au mouvement associatif qu'au mouvement politique, mais on a essayé. Il y a, sur la place de Paris, il y a toute une série d'organisations. Il n'y en a qu'une seule où on arrivait à avoir une représentation à peu près équilibrée. Mais Jean Bobert le sait, c'est dans la commission islam-laïcité, où on arrivait à avoir... on arrivait à accepter, y compris Ouya Boutelja, par exemple, pour dire... mais c'est vraiment une exception. Dans les autres, c'est quand même très, très, très peu mélangé, si je peux dire. Moi, je crois que c'est une des raisons de ce retard qu'on a dans la bataille avec laquelle on est... Enfin, tout progressiste est d'accord, la bataille contre les discriminations, contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'islamophobie. Donc, comme on est tous, on est souvent militants multicartes, l'exemple le montre, je crois qu'il y a un vrai travail à faire dans nos différentes organisations. Et si on n'arrive pas à progresser de ce point de vue-là, je crois qu'on en restera toujours à une situation, bon, il ne faut pas la dramatiser non plus, mais enfin, c'est quand même anormal que des organisations comme le Printemps républicain puissent se prévaloir de la présence active de membres éminents du Parti socialiste, y compris dans les déclarations de la France insoumise, des fois, c'est quand même un petit peu sur l'immigration et sur le... Bon, donc il y a une dynamique qui n'a pas pris, et bon, on n'arrivera pas les uns et les autres en tirant la sonnette d'alarme, mais il faut la tirer. Et ce sera une des voies quand même, parce que je suis d'accord, c'est pas uniquement de l'économique et social, c'est du culturel, et ceux qui refusent le voile, tout ça, parlez-leur de société multiculturelle, ils
ils auront la même réaction, réaction de rejet, alors que s'il y a une société en Europe qui est multiculturelle, c'est bien la société française. Mais ça ne se traduit pas, et les partis politiques ont... Alors je crois que c'est Jean Cobéreau qui disait on applique Clémenceau, mais il faudrait qu'au moins un parti politique influent. Enfin, ce Clémenceau-là, hein, parce que Clémenceau, il a plusieurs faces. Mais là-dessus, il a... accès à la télévision, il a accès à plus que les associations, tant que... donc il faut les faire bouger de l'intérieur, je finis avec ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis je suis obligé de partir parce que j'aime ça apprendre. Eh bien, à vous. 5 minutes chacun, c'est bon. Donc, on va juste donner soif, on va juste se frustrer. Non, parce que vous posez des questions de fond en réalité. Hein. C'est vraiment des questions qui mériteraient qu'on ait vraiment beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut combattre le préjugé par l'argument? Je ne crois pas. On combat le préjugé par les faits. Autrement dit, la question qui nous est posée, c'est notre capacité à bien saisir ce qu'il y a comme enjeu derrière cela. Et en particulier, moi, ce que je pense, moi, je le dis juste, et puis on pourra échanger par mail si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a eu un choix économique et politique de stratification de la classe ouvrière dans cette société. Bon, je peux donner un certain nombre de discours officiels qui ont posé ça, visant à éviter justement l'unité des dominés et que l'aspect idéologique se surajoute à ça. Voilà. Les années 70, il y a des textes officiels qui montrent bien comment on a pensé l'arrivée de la dernière vague migratoire. La seconde dimension qu'il faut avoir en tête, c'est l'aspect de danger important, plus important que par le passé, parce que le racisme fait des dégâts, y compris humains. C'est-à-dire que le danger de pogrom, il ne faut pas l'éliminer si on n'est pas capable de réagir. Tout simplement, dans les périodes dans lesquelles la personne qui est victime du racisme ne se distingue pas par son altérité. C'est-à-dire que c'est au moment où les Maghrébins ou les musulmans deviennent français, ressemblent aux Français, sont comme des Français et sont français, que se développe l'islamophobie. Et ça, c'est les périodes à regarder ce que les Juifs, c'était pas l'altérité qui les caractérisait en premier. Sur le troisième aspect, la relation avec les pays ex-colonisés. Moi, de manière provocante en Algérie comme ici, je dis souvent cette phrase: l'Algérie est le pays le plus français après la France, et la France est le pays le plus algérien après l'Algérie. Autrement dit, bien entendu, que la communication, c'est 130 ans de présence commune, enfin de présence imposée, bien entendu que ça crée des connaissances, des manières de faire, etc. Mais si la relation n'est pas construite sur un mode égalitaire, eh bien, voilà, c'est le maître et l'esclave qui sont l'un à côté de l'autre. Et tout ce qui pose problème, c'est pas la relation, elle est là, la relation. C'est quel type de relation. Et je suis obligé de dire que ça pose des questions. En réalité, je suis embêté qu'on n'ait pas plus de temps, mais parce que derrière ce débat, il y en a d'autres. Il y a le débat sur c'est quoi la nation. Est-ce que la nation, c'est une homogénéité culturelle, ou est-ce que la nation, c'est d'abord l'accord sur un cadre politique? Autrement dit, je pense qu'on a confondu, enfin que certains ont intérêt à confondre unité politique de la nation et unicité culturelle. Et effectivement, dès qu'on confond ça, on va avoir une prétention à l'homogénéisation culturelle qui oblige à stigmatiser tel ou tel parti pour justement construire l'homogénéité du reste. Ça pose également la question de la fameuse universalité. Est-ce que l'universalité, c'est l'extension au reste du monde d'une particularité? La mission civilisatrice disait ça, les Anglais le disaient, les Français le disaient, est-ce qu'on étend notre particularité au reste du monde et on appelle cela l'universalisme, ou est-ce que l'universalité, c'est la production des sociétés humaines par leurs échanges? C'est un peu ce que disait Aimé Césaire, hein. De tête, il dit, l'universalité, je suis pour une université qui soit riche de tous les particuliers. Tous les particuliers. Autrement dit, à chaque fois qu'on oppose particularité et universalité, on est sur de l'oppression. À chaque fois qu'on les concilie, on est sur de l'émancipation. Et sur la question que tu poses, est-ce qu'il y a que l'économique et la lutte des classes, etc. En réalité, il faut qu'on aille un peu plus loin dans le débat. Je pense qu'on ne peut pas séparer ce débat. Il n'y a pas d'un côté l'oppression sexiste, de l'autre l'oppression raciste et de l'autre l'oppression classiste. La personne, en fonction de sa place dans la société, ne se coupe pas en morceaux. En réalité, l'oppression de classe, elle se vit de manière racisée et de manière sexuée.
l'oppression de sexe, elle se joue de manière classée. C'est pas la même chose de vivre le sexisme quand on est une femme très riche et une femme ouvrière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre tous les sexismes, mais c'est pas la même chose. Et c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas des oppressions séparées, mais il y a un complexe d'oppression. Et en réalité, les systèmes de domination récupèrent toutes les oppressions du passé pour les réhabiliter à leur propre service. Et c'est cette difficulté-là qu'il faut qu'on réussisse à penser, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous disent priorité à la lutte des classes. En oubliant que la lutte des classes, si on veut qu'elle soit efficace, il va falloir qu'on ait 30% de notre classe ouvrière qui est issue d'immigration postcoloniale, sinon tu fais déjà ta lutte avec 30% en moins. Il faut que tu aies effectivement les femmes ouvrières, les femmes travailleuses, les femmes... Et si tu ne prends pas en compte le combat antisexiste, bah, une partie d'entre eux, tu ne les auras pas. Et en réalité, la lutte des classes est impensable sans poser les autres oppressions. Merci, vraiment. Allez-y. Oui, ben, j'abonde dans ce qui a été dit. Bon, moi je pense... Alors, il y a des fois... Je suis incroyablement quand même optimiste sur le fait qu'il faut continuer à argumenter, oui, même si je suis d'accord que les choses ne se passent pas dans l'argumentation rationnelle, malheureusement, mais il faut faire des argumentations à ras de terre. Bon, il y a une personne, elle n'est plus là, mais qui avait parlé donc de l'histoire de la fille voilée au NPA. Bon, ça m'a fait penser à une histoire plus récente au niveau de l'UNEF. Hein. Il y a eu tout un ramdam parce qu'il y avait une responsable de l'UNEF qui avait un voile, et au même moment, il y avait ressorti des affaires de harcèlement sexuel qui avaient existé pendant des années et des années dans l'UNEF. Et médiatiquement, l'histoire de la fille voilée a fait beaucoup plus de bruit que les histoires de harcèlement sexuel. Bon, il faut rappeler ça aux camarades. Il faut rappeler ça aux camarades parce que ça peut déclencher quand même un déclic. Et justement, à partir de là, la bobine se tire. Pourquoi, justement, on fait tout un ramdam pour le vêtement et... l'histoire de harcèlement sexuel, on en parle un jour, et puis après, hop, ça retombe dans l'oubli. Bon. Donc, il faut faire des trucs très précis. Bon, moi, quand il y avait des gens de gauche qui étaient pour l'interdiction du foulard dans la rue. Bon. Au lieu de les traiter de racistes, etc., je leur ai dit, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans le métro à 6 h du soir si le foulard est interdit? Qu'est-ce que ça signifie comme état policier? Qu'est-ce que ça signifie comme changement de la vie quotidienne, etc. Partir de questions très simples, etc. Bon. Une personne aussi qui me dit, je ne suis pas raciste, mais je ne voudrais pas que ma fille épouse un noir. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'elle avait un fils plus âgé que sa fille. Et ça, apparemment, ça ne le gênait pas que son fils épouse une noire, mais ça... Alors, je lui ai dit, mais rassure-toi, ta fille n'épousera pas un noir. Ah? Elle me dit, mais oui. Je dis, peut-être, elle épousera, mettons, un gars qui s'appellera Paul, qui t'aimera bien, avec qui tu auras des relations affectueuses, etc. Et puis il se trouve qu'il sera peut-être jaune, il sera peut-être noir, il sera au niveau de sa couleur de peau. Mais ça sera Paul, ça ne sera pas un noir. Bon. Elle m'a dit, j'avais jamais pensé à ça. Bon. Etc. C'est-à-dire que, même si c'est un peu le tonneau des Danaïdes, je crois qu'il faut avoir une pédagogie de trucs très simples, parce que finalement, justement, les gens, comme tu dis, les gens ne sont pas essentialisés racistes. Bon. Ils sont imprégnés par des préjugés, et tout ce qui les pousse à avoir un esprit critique et à sortir un petit peu de cette imprégnation qui les englobe, mais qui ne sont pas eux, en fait, qui ne sont pas eux, et quelque chose qu'on sème, et qui peut-être... après, moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit, 20 ans après, qui m'ont dit « Ah oui, à un cours, vous aviez dit que... » Et j'avais complètement oublié ce que j'avais dit à ce cours. Mais eux, 20 ans après, tout à coup, ça faisait sens. Alors que sur le moment, si ça se trouve, ils n'y avaient pas accordé plus que ça d'importance. Bon. Donc, il faut être tenace et il faut s'accrocher, quoi.
Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je trouve qu'on a eu un débat fort intéressant. Donc, Leïla Vamédé et Maxime, la prochaine session, c'est le 21 mars. 20... Non. Mars, Ouais, mars, c'est mars, 21 mars, voilà. Justement, sur plus précisément la question du rapport de la gauche voilà. dans un rapport historique à le rapport culturel qu'a eu la gauche à la question de l'immigration depuis 50 ans. Et au concept de mondialité culturelle. Et au Voilà. concept de mondialité culturelle. Voilà. Ça me semblait bien qu'il y avait les deux. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, vous recevrez les informations. Et puis, vous pouvez nous laisser aussi vos coordonnées. Voilà. Et ben bonne soirée et merci. Et merci beaucoup à vous deux. Ouais, merci à vous.